Bonjour Monsieur Milot, vous m'entendez? Vous m'entendez un peu, oui. Bah écoutez, je vais pas essayer de parler encore plus fort. Ça va mieux? Voilà. Merci infiniment. Merci de votre présentation et du déroulé que vous avez présenté. Alors, en bonne logique, normalement, nous attendons Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à maire de Paris chargé de l'urbanisme. Mais comme je n'ai pas de nouvelles de son arrivée, je peux éventuellement légèrement démarrer nos travaux, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un déroulé assez précis et que nous avons déjà 31 personnes, 32 personnes connectées, plus une bonne quinzaine dans la salle que je salue, et également un certain nombre d'élus qui sont présents, Madame Kiss, Monsieur Comet, Madame Bocan, Madame Devara. Stéphanie Pujarinet, qui est la coordinatrice des conseils de quartier, est présente à côté de Monsieur Riwal, et je remercie Rudy ainsi que Monsieur Gisard qui assureront la maîtrise technique de cette réunion. Alors, comme vous le savez sans doute, ou plutôt vous ne le savez pas, nous avons déjà travaillé sur le PLU puisque nous avons fait un SICA, c'est-à-dire la réunion du conseil d'arrondissement et des associations, qui s'est tenue le mardi 23 mars dans cette même salle. Et nous avons donc les responsables de la direction de l'urbanisme, notamment Madame Padovani, ont présenté les grandes lignes de cette opération essentielle, de cette opération majeure, qu'est pour une commune, qu'est pour une ville, et a fortiori pour Paris, la révision ce qu'on a appelé longtemps le plan d'occupation des sols, et maintenant qui s'appelle le plan local d'urbanisme. C'est une affaire importante puisque ça va nous mobiliser la ville de Paris pendant 3 ans. Nous sommes au bout de la première année et donc nous arrivons plutôt au bout du premier semestre de la première année, et c'est une opération qui va nous conduire jusqu'en 2023, 2021 puis 2022. Ensuite, ce qui seront consacrés à donc ces 2 années d'études, puis en 2023, ça sera la sacralisation juridique. Alors j'ai été, cher adjoint chargé de l'urbanisme, j'ai été amené à commencer il y a quelques secondes parce que j'étais sous l'emprise de Monsieur Milot qui m'a demandé, d'état d'esprit, qui m'a demandé de démarrer la réunion, tout annonçant votre venue. Et je voulais donc, après avoir désigné le fautif, Monsieur Milot, bien évidemment, m'excuser auprès de vous et vous dire en même temps combien, c'est le bon en même temps, combien nous étions heureux, contents, honorés de votre présence, Monsieur le Premier Adjoint, pour cette réunion formelle de lancement du PLU, étant entendu, je le disais à l'instant, que nous avions déjà commencé à travailler dans le 6e arrondissement, puisque nous avions eu, avec le concours de la direction de l'urbanisme, de Madame Padovani, je sais que vous êtes venu également avec le concours de Monsieur Depardon que j'ai aperçu à l'instant. Nous avons eu donc une première réunion de travail qui a permis à un certain nombre de personnes présentes, et notamment aux membres des conseils de quartier, également représentants des associations, de s'initier à la démarche de lancement du plan local d'urbanisme. Voilà ce que je voulais dire. J'ai salué les élus présents. Je vois également les conseillers d'arrondissement délégués, Madame Berthomier, qui est présente en visio, ainsi que de nombreux participants, puisque vous voyez sans doute qu'ils sont déjà au nombre de 34. J'ai également salué les personnes qui sont en présentiel dans la salle. C'est toujours agréable d'avoir un certain nombre de personnes qui sont en présentiel. Et je leur remercie d'avoir fait cet effort. Donc, si vous le permettez, je voulais simplement compléter mon propos en disant que nous nous lançons, donc à partir de ce soir, ça va être un peu un sprint qui va nous amener jusqu'en 2023, mais avant d'arriver en 2023, nous allons sprinter jusqu'à cet été, puisque la réunion publique de ce soir se tient en distanciel et en présentiel. Nous avons, dès le jeudi, soit le 6 mai à 12h30, une réunion en vision de lancement des marches
exploratoire en autonomie qui se déroule sous l'égide du Conseil d'architecture et d'urbanisme environnemental, qui a d'ailleurs fait un très gros travail, un travail de très grande qualité autour de ces marches. Les marches exploratoires, mesdames et messieurs, se dérouleront, on incite à ce qu'elles se déroulent durant le week-end, et ayant consulté la météo, normalement, après un temps pluvieux, jeudi et vendredi, le temps devrait être radieux, donc ça devrait faciliter ces marches exploratoires, qui sont des marches exploratoires qui sont censées se dérouler véritablement sur le terrain, chacun bénéficiant d'un kit qui le guidera et qui lui permettra de remettre toutes les informations nécessaires, puisqu'elles seront ensuite collectées par Stéphanie Pujarinet. Et également, nous aurons une réunion de restitution de ces marches qui se déroulera en visio le mardi 11 mai à 18h30. Alors, un mail d'information avec les liens de ces deux réunions en visio, plus le kit de marche exploratoire, va être envoyé à l'ensemble des membres du conseil de quartier. Il sera également mis sur le site de la mairie du 6e dès demain, mercredi 5 mai à 14h. Enfin, nous aurons des réunions, les 6 conseils de quartier du 6e arrondissement ont d'ores et déjà, et j'en remercie les présidents du conseil de quartier qui sont connectés et que je vois, se réuniront respectivement pour le conseil de quartier Saint-Placide le lundi 17 mai, le conseil de quartier Monnet se réunira le jeudi 20 mai, le conseil de quartier Rennes se réunira le mardi 25 mai, le mardi 1er juin, ce sera le conseil de quartier Odéon, le conseil de quartier Notre-Dame-des-Champs se réunira le lundi 7 juin, et enfin, le conseil de quartier Saint-Germain-des-Prés se réunira le mardi 16 juin, tous à 18h30, tous en présentiel dans le salon Collet ou la salle des fêtes. Les conseillers de quartier, les responsables d'associations ainsi que les habitants sont invités à contribuer sur la plateforme ID Paris de manière individuelle. Et pour rappel, la date de la fin de concertation et donc la date limite pour les contributions, ça c'est une date très importante, ça a été fixé au 16 juillet 2021 à 17h. Le dispositif d'information extérieur sera présent dans l'arrondissement. Alors dès demain, nous aurons au marché couvert Saint-Germain, mais à l'extérieur, à proximité d'une entrée, puis à la mairie du 6e, le rolling, un dispositif du type rolling bar, sans alcool, qui sera donc implanté et que vous avez peut-être vu si vous êtes passé par la cour. C'est un petit triporteur vert qui se trouve dans la cour de la mairie du 6e. Et le samedi 8 mai, il se trouvera à l'entrée du jardin du Luxembourg, côté rue de Vaugirard. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc on vous remercie beaucoup de ce regard global. Voilà. Et je sais à quel point toutes les informations que vous avez données, il y a plusieurs personnes qui me disent j'ai pas le temps de les noter, donc en tout cas, on les retrouvera sur le site. Bien sûr. Voilà. Alors j'en ai terminé, je vous rassure, et je donne la parole au premier adjoint. Si on est d'accord. Une production bienveillante et constructive, à l'image des réunions qui sont engagées avec l'ensemble des mairies d'arrondissement. Et je laisse la parole à Emmanuel Grégoire pour nous présenter un petit peu pourquoi il faut et quels sont les enjeux de cette révision du plan local d'urbanisme pour la ville de Paris. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Super, très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, cher Jean-Pierre Lecoq, de nous accueillir dans votre mairie ce soir. Et je le dis avec d'autant plus de plaisir que c'est, je crois, la première fois depuis 1 an que je fais une réunion publique avec du public dans la salle. Et donc, je souhaiterais vous saluer très chaleureusement. Ça fait du bien, progressivement, patiemment, de renouer un petit peu avec une forme de normalité. Je voudrais saluer tous les élus du 6e arrondissement. Je voudrais surtout saluer les nombreux participants qui sont en salle, je l'ai évoqué, et puis avec nous en ligne. Quelques mots rapides, très rapides même, puisque vous allez avoir une présentation introductive assez complète sur
sur le PLU, pourquoi, comment, la méthode, et puis la présentation d'un document très important qui est le diagnostic territorial de notre arrondissement de ce soir. On est dans une phase particulière, ça va vous être dit, mais l'année 2021 va être consacrée à ce qu'on appelle le PADD, c'est grosso modo le diagnostic et les grandes orientations du plan local d'urbanisme. L'année 2022 sera consacrée à un travail très important dans lequel la dimension participative et notamment le rôle pivot des conseils de quartier sera tout à fait essentiel. Ma collègue Anouche Toragnan, que je ne vois pas à l'écran, mais je sais qu'elle est en ligne avec nous, vous en dira quelques mots ensuite. On est sur vraiment une première phase de travail et l'année prochaine, on rentrera dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire en matière d'urbanisme? Ça veut dire rue par rue, numéro par rue, numéro, dire ce que nous voulons protéger, ce que nous voulons modifier, ce que nous voulons développer, comment nous allons accompagner l'ambition environnementale. Et peut-être moins insister là-dessus plus que sur les éléments réglementaires du plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme, c'est quoi? C'est évidemment un ensemble de règles d'urbanisme qui sont opposables notamment aux propriétaires privés, de façon à encadrer un petit peu l'évolution du bâti parisien. Mais un PLU, c'est d'abord une vision. C'est une vision sur la façon dont nous voulons concevoir la transformation de Paris. Et nous avons souhaité porter l'ambition de développer le premier plan local d'urbanisme bioclimatique. Qu'est-ce que ça veut dire bioclimatique? D'abord, c'est intégrer notre plan local d'urbanisme dans la trajectoire de neutralité carbone à l'horizon 2050, et c'est, en gros, promouvoir un urbanisme de sobriété dans lequel nous allons développer de façon extrêmement mesurée, de façon protectrice, ce que j'appelle un urbanisme de transformation, plus qu'un urbanisme de développement. Et je le dis dans un quartier particulier, le 6e arrondissement, dont la dimension patrimoniale est extrêmement précieuse. Et évidemment, le PLU est un outil très puissant pour le protéger. Donc, peut-être insister sur la phase de ce soir, qui est une phase de diagnostic, qui est en gros présenter un certain nombre d'analyses avec des outils très intéressants. On ne pourra pas les regarder tous en détail ce soir, mais on va vous expliquer comment y réaccéder après, et que ce soit à titre individuel, via les contributions, Jean-Pierre Lecoq les évoquait il y a un instant, via les groupes de travail qui se grefferont autour de cette dynamique, de façon à préparer au mieux la phase 2 qui viendra avec la phase d'élaboration du règlement en 2022. Donc merci beaucoup de votre présence ce soir. Une petite présentation introductive qui va être faite par la direction d'urbanisme et par l'agence parisienne d'urbanisme, et puis ensuite un temps d'échange libre entre nous. Je noterai vos observations, vos questions, en essayant d'y répondre au maximum. Je vous redonne la main. Alors c'est vrai que vous vous rappelez, les uns et les autres, vous pouvez participer, vous arrivez au fur et à mesure. N'hésitez pas via le chat à réagir, poser des questions d'une part, ou en levant la main via les 3 petits points qui sont en bas de votre écran, ou pour certains, le petit emoji qui est à côté. Voilà, je laisse la parole à Jacques Baudrier. Jacques Baudrier, je le disais tout à l'heure, vous êtes adjoint à la maire de Paris en charge de la construction publique et du suivi des chantiers. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre regard sur ce PLU bioclimatique aujourd'hui préparé par la ville de Paris? Alors, on me dit en effet que vous nous rejoindrez tout à l'heure. Est-ce qu'Anouche Toragnan est présente? Puisque Anouche Toragnan, je le disais, vous êtes adjointe à la maire de Paris en charge de la vie associative et de la participation citoyenne. Eh bien, donc, nous allons passer. Voilà. En tout cas, j'ai les informations, tout le monde a les informations via les éléments. Donc, on va commencer tout simplement par la présentation du plan local d'urbanisme. Et donc, François Baudet, je vous laisse la parole pour nous présenter ce qu'est un PLU.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur le maire, bonjour Monsieur le premier adjoint. Donc en introduction, la présente réunion s'insère dans un processus de concertation sur la vision du plan local d'urbanisme de Paris qui a été engagé par une délibération du Conseil de Paris prise en décembre dernier. Il s'agit de la troisième d'une série de réunions publiques organisées dans chacun des arrondissements et secteurs de Paris. Donc, par cette décision d'engagement de la révision, le Conseil de Paris a décidé du lancement de cette procédure, mais il a aussi défini les modalités de la présente concertation publique et les objectifs que doit poursuivre l'élaboration du PLU bioclimatique, en conformité avec le mandat confié à l'exécutif par les Parisiennes et les Parisiens. Pour comprendre les enjeux de cette démarche, il est utile avant toute chose de préciser ce qu'est le plan local d'urbanisme. Donc, le PLU est donc à la fois un document de planification, c'est-à-dire l'expression d'un projet de ville, et un document réglementaire qui encadre les projets et les travaux de construction et d'aménagement. Comme document de planification, il fixe à l'échéance de 5, 10 ou 20 ans les grandes orientations que se fixe la collectivité pour son territoire. Il exprime notamment les options retenues en termes de localisation des nouveaux équipements publics, espaces verts, équipements sportifs, écoles, etc., en termes de programmation des opérations d'aménagement et en termes de développement des grandes politiques municipales en matière d'environnement, de construction de logements sociaux, etc. Cette dimension du PLU s'exprime notamment à travers du projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, qui est un des constituants du PLU. Donc, le Code de l'urbanisme définit le contenu du projet d'aménagement durable en indiquant qu'il fixe dans le respect des objectifs du développement durable pour les avenirs les orientations générales de la commune en matière de politique d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des continuités écologiques, et concernant l'habitat, les déplacements, les réseaux, transport, énergie, communication, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs. En tant que document réglementaire, le PLU encadre la délivrance des autorisations d'urbanisme, permis de construire et déclarations préalables, en définissant avec précision les occupations et utilisations du sol autorisées et interdites. En résumé, le PLU est un document réglementaire qui régit l'occupation et l'utilisation des sols, qui détermine certaines règles de construction applicables à toute la ville et qui identifie les éléments du paysage, les espaces verts et les bâtiments protégés. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, à ce titre, le PLU fixe notamment les données suivantes. Il délimite les espaces verts, naturels ou agricoles, et les espaces urbains. Il définit les caractéristiques urbaines et les évolutions proposées pour les différents secteurs de la ville. Il assure le maintien des espaces verts et en définit la répartition. Il détermine l'emplacement des futurs équipements. Il fixe les caractéristiques des constructions, hauteur, implantation, traitement des façades. Enfin, il détermine, selon la localisation des projets, les fonctions qui peuvent être imposées, encouragées ou limitées. Au service de ces objectifs, le PLU se compose de 5 documents principaux, 4 documents prescriptifs et un document chapeau, le rapport de présentation. Les documents prescriptifs sont d'abord le PADD, déjà évoqué, qui constitue le document d'orientation politique du PLU en précisant les principaux objectifs poursuivis, décliné ensuite en orientation et en prescription dans les autres documents qui sont les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP dans le jargon du PLU, qui soit encadrent l'aménagement de secteurs opérationnels, ce sont les OAP par quartier ou secteur, au nombre de 25 dans le PLU en vigueur, soit qui précisent les objectifs municipaux suivant une thématique particulière. Ce sont les OAP thématiques, dont le PLU en vigueur ne comporte qu'un seul spécimen, les OAP en faveur de la cohérence écologique, mais qui pourront être plus nombreuses dans les futurs PLU bioclimatiques. Ensuite, nous avons le règlement, qui définit de façon précise les règles générales que doivent respecter les projets de construction, ainsi que les règles particulières attachées à chaque parcelle, espace vert protégé, protection patrimoniale, emplacement réservé pour le logement, les équipements publics, etc. Ces prescriptions sont consignées dans un règlement écrit et dans des documents graphiques détaillés. Enfin, des annexes où, pour une information complète des constructeurs, sont récapitulées différentes réglementations indépendantes du PLU, mais qui s'imposent par ailleurs, comme les règles relatives à la protection contre les inondations, donc qui sont consignées dans un document qui s'appelle le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, ou les monuments historiques et les sites, etc. Donc enfin, en chapeau de cet ensemble, on trouve un rapport de présentation qui constitue le mode d'emploi, qui présente le diagnostic initial du territoire et la justification des règles déclinées dans les autres pièces, mais qui comporte l'étude d'impact environnemental dont doit faire l'objet le PLU. En pratique, diapo suivante,
En pratique, les règles du PLU reçoivent une implication directe au moment de la délivrance des autorisations d'urbanisme, c'est-à-dire des permis de construire et des déclarations préalables, suivant des modalités différentes, suivant que les prescriptions du flux relèvent des OAP ou du règlement, qui sont les deux documents dits opposables aux autorisations. Les orientations consignées dans les OAP doivent être respectées par les projets dans un rapport de compatibilité, ce qui veut dire que les projets ne doivent pas entrer en contradiction avec les orientations des OAP. Ce rapport de compatibilité est plus souple que celui que les projets doivent avoir avec le règlement, qui est un rapport de conformité, c'est-à-dire que les projets doivent respecter strictement les obligations et les interdictions que comporte le règlement. Diapo suivante. Donc, ces précisions sur la nature du PLU étant données, nous devons aussi évoquer les raisons pour lesquelles la révision du PLU s'impose aujourd'hui. Un premier argument renvoie au contenu du PLU en vigueur, qui se donnait explicitement comme horizon Paris en 2020. Cette échéance est désormais atteinte. Un second argument renvoie aux évolutions des contextes réglementaires, urbains et politiques, puisque, en premier lieu, les élections étant intervenues en 2020, ça n'a échappé à personne, l'équipe municipale a reçu un nouveau mandat des Parisiennes et des Parisiens en faveur du devenir de Paris. En second lieu, les évolutions importantes connues par notre ville depuis 2006, dont rend compte le diagnostic qui va vous être présenté tout à l'heure, confortent le renouvellement des questionnements portés par l'exécutif municipal. En troisième lieu, enfin, depuis les dernières évolutions du PLU, le Code de l'urbanisme a connu différentes évolutions dans la manière dont il définit le contenu et l'organisation du PLU. Celui-ci doit donc intégrer ces nouveautés. La procédure de révision permet de remettre à plat la totalité du contenu du PLU. Pour autant, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Certains aspects du PLU en vigueur, dont l'intérêt et l'efficacité ont fait leurs preuves, pourront évidemment être reconduits dans le PLU bioclimatique. La révision du PLU sera l'occasion d'intégrer dans ce document des orientations arrêtées à travers différents documents programmatiques existants qui encadrent les politiques municipales. À ce titre, le PLU devra notamment prendre en compte le plan climat-énergie territorial approuvé par le Conseil de Paris en 2018. Il s'agit d'un document fondamental pour la définition des objectifs environnementaux qui s'inscrivent désormais au premier plan des préoccupations. Alors, diapo suivante. Voilà. La prise en compte des enjeux environnementaux n'est pas une nouveauté du PLU bioclimatique. Ils étaient déjà présents dans le PLU de 2006 et les évolutions du document depuis cette date ont accompagné le renforcement de cette dimension. Pour autant, ces enjeux doivent désormais recevoir une amplification décisive à travers la notion de bioclimatisme. Ainsi, donc, suivant les termes de l'exposé des motifs de la délibération de décembre dernier, qui a prescrit la révision et qui vous est retranscrit sur la diapo, le caractère bioclimatique du futur plan local d'urbanisme sera un des leviers majeurs de notre action municipale et renvoie à un mode de conception architecturale qui s'appuie sur le site et l'environnement du projet pour obtenir des conditions optimales de qualité de vie et de confort dans le respect de l'environnement, de la biodiversité et de la biosphère. Face à l'urgence climatique et sanitaire, c'est un changement profond de paradigme que nous portons à travers l'extension des principes de bioclimatisme à la conception de la ville et de l'urbanisme parisien. Alors, selon quel calendrier allons-nous mettre en œuvre ce projet? Le processus de révision du PLU se déroulera sur 3 années entières, entre 2021 et 2023. Il comporte 3 phases principales, scandées par 4 passages devant le Conseil de Paris, qui sont indiqués en bleu sur le calendrier. Donc, à la fin de 2020, en décembre, nous avons eu la première délibération prise par le Conseil pour prescrire la révision du PLU et les objectifs et les modalités de la concertation. À la fin de l'année en cours, le Conseil de Paris sera invité par la maire à débattre plus exactement sur les orientations, les grandes orientations du PADD. Puis, en 2022, et à la fin 2022, après tout un travail d'élaboration du projet, le Conseil de Paris arrêtera le projet de PLU. Après cet arrêt du projet, donc le PLU sera soumis à enquête publique et donc à la fin de 2023, une dernière délibération viendra approuver le projet de PLU bioclimatique. Donc ces processus s'accompagnent d'une concertation approfondie en 4 temps échelonnés, correspondant aux grandes étapes de l'élaboration du PLU bioclimatique. Cet aspect est figuré par les 2 lignes d'encadré vert sur le planning. Donc, nous voyons qu'a eu lieu, après la délibération de prescription, une phase d'information préalable des Parisiens sur les contenus de la délibération. Aujourd'hui, nous sommes dans cette 2e phase
vraiment de concertation et plus que d'information entre mi-avril et juillet 2021, qui va donner lieu à des échanges avec le public, les Parisiennes et les Parisiens, sur le contenu du diagnostic qui a été mis à leur disposition. L'année prochaine, une troisième phase de concertation se portera sur le contenu du PADD dont un projet pourra être soumis aux Parisiens. Et à la mi-2022, se tiendra une phase de concertation qui prendra en considération le projet de PLU dans son intégralité à travers toutes ses composantes et qui sera soumis aux Parisiens au titre de la concertation. En 2023 se déroulera la phase finale du processus. Donc les modalités de la concertation vous êtes présentées dans une phase ultérieure de la présente réunion. En 2023 se déroulera la phase finale du processus avec la tenue de l'enquête publique qui ne relève pas formellement de la concertation, mais qui est évidemment un moment essentiel de participation de tous les Parisiennes et les Parisiens à la définition des règles qui s'imposeront pour leur ville. Cette consultation précédera l'approbation finale du PLU bioclimatique par le Conseil de Paris, prévu fin 2023. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'allais dire, c'est un peu le PLU pour les nuls, c'est-à-dire que vous avez vraiment très très bien résumé quelque chose de complexe, et donc merci de cette présentation synthétique. J'allais vous dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les éléments qui nous sont présentés ce soir seront à partir de demain en ligne, et donc on pourra retrouver sur le site paris.fr dans la rubrique PLU tous les éléments et tout le diagnostic qui va nous être présenté et la présentation du PLU que vous venez de nous faire. Alors n'hésitez pas, si sur ce thème-là vous avez des questions ou des remarques particulières, c'est vraiment au fil du temps. Il y a d'ailleurs une question qui est déjà une remarque qui est posée et qui est plutôt peut-être pour Emmanuel Grégoire, puisque voilà, il y a un participant qui nous demande si le PLU c'est plutôt un PLU de préservation ou un PLU de développement. Est-ce que voilà, l'urbanisme que la ville de Paris a en tête, est-ce que c'est plutôt de la préservation ou du développement? Je vous laisse peut-être, Emmanuel Grégoire, répondre à cette première remarque. Oui, je pense avoir répondu. J'ai dit qu'on était, pour des raisons de densité que chacun comprend, plutôt sur un urbanisme désormais de transformation que de développement. Et en particulier, ça me permet de rappeler qu'aujourd'hui, nous agissons en matière de droit de l'urbanisme sur la base du PLU actuel. Et le PLU actuel, il est obsolète. Il est obsolète parce qu'il a été conçu il y a une vingtaine d'années maintenant. Les travaux préparatoires datent de 2001, puisque la révision a été engagée en 2001 et elle aboutit en 2006. Pour donner un exemple parmi tant d'autres de ce que nous voulons travailler, c'est la préservation des espaces intérieurs du bâti parisien, ces petites cours intérieures, ces espaces végétalisés intérieurs, et quand c'est des cours et que c'est opportun et que ce sera possible de les végétaliser, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop de possibilités de densification en cœur d'îlot, et que ça ne correspond plus aux orientations que nous portons. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut s'interdire de faire des choses, et il y a des endroits, parce que le bâti n'est pas de qualité égale partout à Paris, il est parfois, permettez-moi de le dire, même plutôt sans valeur sur le plan patrimonial, et donc dans ces cas-là, on peut réfléchir à des projets d'extension. Mais protéger la pleine terre est une règle vraiment extrêmement forte sur laquelle nous allons travailler, et puis vérifier à avoir des projets qui soient plus soutenables, plus acceptables par l'environnement, et je le dis en particulier dans les quartiers patrimoniaux. Avec le diagnostic du 6e arrondissement, Paul Barouin, vous êtes architecte, vous êtes directeur d'études à l'APUR, vous allez nous présenter un petit peu comment les Parisiennes et les Parisiens, en particulier du 6e arrondissement, vont pouvoir consulter le diagnostic de leur arrondissement. Je vous laisse la parole. Je t'entends pas, non. Paul. On vous entend, je crois. Allez-y. Là, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez prendre la parole?
Alors, Paul Barouin, tout à l'heure, on vous entendait, quand on échangeait, est-ce que votre micro est ouvert? Alors. Ça, c'est la contrepartie de la visio. Donc, est-ce que la pure est en ligne? On s'était parlé tout à l'heure. Oui, oui. C'est bon? Alors, nous sommes là, on a un problème de connexion avec l'ordinateur quand on fait le partage d'écran, donc on va changer d'ordinateur et on va aller très vite pour le diagnostic pour ne pas vous faire perdre de temps et respecter le timing qui nous a été demandé. Alors, est-ce que dans ce cas-là, vous préférez qu'on... Dominique Alba pour la pure. Est-ce que vous faites une tentative et si ça ne marche pas, on passera à un autre micro. Mais sinon, on peut peut-être commencer par votre présentation, Madame la Directrice, peut-être. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Alors, on vous entend. Ah, parfait. Excusez-moi, petit imprévu. Alors, je repartage mon écran. Voilà, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, assez bon. Parfait. Alors, je vais aller très vite pour vous présenter le support du diagnostic territorial, qui est un site internet qui a été réalisé et donc qui contient l'ensemble du diagnostic territorial. Il se présente sur un site qui est accessible depuis la page dédiée paris.fr à la révision du PLU. Donc vous pouvez sur ce site avoir la lecture du diagnostic qui ici se présente sous deux façons. Alors un premier volet à gauche qui va contenir tous les éléments cartographiques et puis une partie à droite qui contient le texte. Alors d'abord pour naviguer, on vous invite à choisir l'arrondissement qui vous intéresse. En l'occurrence aujourd'hui on va prendre le 6e, et le diagnostic donc vous invite, on a un zoom sur l'arrondissement. Bien sûr, on peut naviguer librement sur Paris, donc il est possible d'aller voir les arrondissements voisins et l'ensemble de Paris. Ensuite, le contenu du diagnostic, il est structuré en 5 chapitres qui sont ici accessibles avec les 5 icônes que vous voyez. Donc les données générales qui vont parler d'une part de Paris dans son ensemble pour situer l'arrondissement dans son contexte, et puis également donner toute une série de chiffres clés, une approche sociodémographique qui va parler de la population, de l'habitat, de l'activité, de la mixité, un chapitre sur la vie locale qui aborde l'offre en équipement, en espace vert, la question de la mobilité, les espaces publics et puis les centralités, les lieux de vie urbaines, l'approche environnementale, qui est un chapitre qui est assez fourni avec toute l'importance que prend cette thématique dans l'élaboration du PLU bioclimatique, avec toutes les informations sur la nature, les services qu'elle rend d'un point de vue des îlots de chaleur urbains, de la gestion de l'eau, des sols, des éléments sur les éclairages, sur la rénovation du bâti, sur les déchets, et puis sur la question de la santé environnementale. Et puis une dernière partie sur le cadre urbain qui aborde les questions du paysage, les tissus urbains, les densités bâties, les propriétés, et puis une carte qui présente les transformations des tissus urbains depuis 2006 depuis 2006. Toutes ces cartes, donc tout ce diagnostic, il est structuré à travers des textes que vous voyez à droite, qui sont en lien avec des cartes qui sont associées au texte, que vous pouvez afficher au fur et à mesure de la lecture, bien sûr, en lien avec la lecture du diagnostic qui est ici. On a une deuxième manière de parcourir ce diagnostic, c'est d'aller par la bibliothèque de cartes, qui est cette icône en haut à droite, qui vous fait apparaître plus de 100 cartes qui ont été réalisées et compilées à cette occasion, qui sont construites à partir des dernières données disponibles et sur lesquelles vous pouvez naviguer librement. Ces cartes, évidemment, elles ont une légende qui s'affiche ici avec ce petit icône qui déroule la légende de la carte affichée, avec des informations sur les sources qui sont mobilisées pour fabriquer cette carte, évidemment, et puis la possibilité de la télécharger à l'échelle de tout Paris en PDF, de manière à pouvoir en faire un tirage à 3, ou en tout cas la regarder de façon isolée. Voilà, donc on a un autre outil de visualisation qui est intéressant, c'est cet outil-là qui permet de diviser en deux l'écran de visualisation et qui permet d'avoir des cartes qui sont visibles de manière à les juxtaposer pour pouvoir les comparer. Voilà donc la façon dont le site est organisé.
On a un dernier élément qui est évidemment le lien vers idparis.fr qui renvoie à la page de ID Paris qui recueillera les contributions des Parisiens sur ce diagnostic. J'en ai fini et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Avec quand même un point important, c'est où retrouver ce diagnostic? C'est sur quel site qu'on peut le retrouver et très, très simplement? Alors, vous pouvez le retrouver de deux manières. Une première qui est sur le site de paris.fr, qui a une page dédiée à la révision du PLU. Une seconde sur le site de la PUR, sur lequel vous trouverez aussi des liens vers cette plateforme. Très bien. C'est vrai qu'avec ce que vous nous avez montré, par exemple, on voit vraiment le poids des jardins de Luxembourg dans le 6e arrondissement. C'est vrai que les cartes sont toujours révélateurs d'un certain nombre d'éléments. Alors c'est vrai que vous nous avez présenté le cadre que chacun d'entre nous peut retrouver, et on va revenir sur ce diagnostic du 6e arrondissement avec vous, Dominique Alba. Vous êtes, je veux citer, directrice générale de la PUR, et Christiane Blanco, vous êtes directeur d'études à la PUR. Je vous laisse la parole pour nous présenter un petit peu les éléments qui caractérisent le 6e arrondissement. C'est ce diagnostic territorial que je vous propose de partager. Merci. Juste une petite anecdote. Christiane, elle est directrice d'études à la PUR et pas directeur. Mais c'est un détail. C'est un détail. En effet, c'est pas ce qu'on m'a mis. On avait mis directeur. Oui. Vous avez raison. Le directeur, quand même. Le français a de l'importance. Oui. Donc, on va aller très, très vite. Et merci de nous donner la parole. Et merci, monsieur le maire. Et merci, Emmanuel Grégoire. Donc, données générales sur Paris. Quelques éléments, quand même. Est-ce qu'on peut passer? Voilà. Merci beaucoup. Donc, oui. Si vous pouvez passer à la slide suivante, c'est très bien. Voilà. Données générales sur Paris, c'est facile. Une densité humaine beaucoup plus forte que toutes les communes voisines à l'exclusion de la Défense. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en moyenne, c'est 380 personnes à l'hectare contre 135 à l'échelle de la métropole. Et puis, un paysage unique marqué par la vallée de la Seine, les buttes et les coteaux, avec des grandes compositions urbaines qui se rattachent à la Seine, que vous connaissez. C'est évidemment celle autour de la Tour Eiffel, du Champ des Invalides, le Louvre et puis le Jardin des Plantes pour avoir fait le tour de Paris. Donc peut-être évidemment les Deux Bois et la Sainte-Heure-Verte qui les rattachent au réseau des grands espaces tentés de la métropole. Alors maintenant, pour rentrer dans le détail du 6e arrondissement, on passe à la slide suivante. Donc vous avez quelques chiffres clés. Je ne vais pas les détailler parce que vous pourrez les parcourir et puis on va rentrer plutôt dans le détail au travers des différentes séquences, en commençant par la séquence de population. Donc, si on peut passer à la slide d'après. Donc, alors là, vous allez avoir entre toutes les parties une slide, qui vous relate un peu toutes les cartes qui sont à votre disposition, avec en vert celles qui relèvent tout particulièrement du cadre réglementaire du PLU. Donc ça, c'est pour vous accompagner dans les travaux à venir que vous aurez à mener ou les réflexions que vous pourrez mener entre vous. Donc, on passe à la population. Merci. Donc, la population donc, du 6e arrondissement, c'est 40 500 habitants. C'est le 16e rang et c'est 1,9% de la population parisienne. C'est donc une densité un peu plus faible que le reste de Paris, mais qui augmente très fortement en journée avec la présence des établissements d'enseignement supérieur, des polarités commerciales et les équipements culturels. C'est l'arrondissement du revenu annuel médian un des plus élevés de Paris, puisqu'on est quasiment au double. On est à 43 244 € par ménage, mais on a quand même 9% des ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté dans le 6e arrondissement. Et une dernière caractéristique de cet arrondissement, c'est la surreprésentation des personnes âgées et des étudiants, avec un nombre d'habitants par foyer qui est le plus faible de la capitale, puisqu'on a 1,272 personnes par ménage contre 1,88 à Paris. 57% des ménages sont composés d'une seule personne dans le 6e arrondissement. Donc 16% des habitants, ce sont les étudiants, et les personnes âgées de 65 ans et plus représentent plus de 23% des habitants. Donc vous aurez tous ces éléments dans le document. Je vous invite à regarder à la fois la pyramide des âges, qui vous permet de voir la spécificité du 6e arrondissement par rapport à Paris, la diminution de la population, qui est légèrement supérieure, elle est le double de celle observée sur l'ensemble de la capitale, et puis, comme je disais, des niveaux de revenus très élevés. Nous allons passer maintenant à un autre élément qui permet d'apprécier
l'approche socio-économique de l'arrondissement, c'est ce qui relève de l'habitat. Et en particulier, dans cet arrondissement, on a un parc de logements qui diminue sous l'effet de la progression des résidences secondaires, qui sont quand même un élément très important du 6e arrondissement. Donc, vous avez 31 500 logements dans le 6e arrondissement, 2,3% du parc parisien. Seulement 72% de ces logements sont occupés par leurs propriétaires ou des locataires à l'année. Et les 28% restants sont considérés comme inoccupés, voire sous-occupés. Donc, cette proportion est l'une des plus élevées de Paris, après les arrondissements 8e, 7e et Paris-Centre. Donc, on a 22% de résidences secondaires déclarées dans le 6e arrondissement de Paris, et un peu plus du tiers de ces résidences secondaires sont détenues par des propriétaires résidant à l'étranger. C'est une des caractéristiques de cet arrondissement. Pour le reste, le 6e arrondissement a un taux de logement social assez bas, puisque c'est 3,7% contre 21,4% à Paris. Donc, on a moins de 1000 logements sociaux et on a 183 logements sociaux qui sont financés mais pas encore livrés, qui sont sur les petites tâches que vous voyez sur la carte. Et puis, le gros bloc Sorbonne Université, à l'intérieur duquel on trouvera du logement social. On a évidemment aussi en corollaire, c'est l'arrondissement le plus cher de la capitale. Les logements s'y vendent à plus de 14 000 € du mètre carré en moyenne, contre 10 460 € du mètre carré en moyenne à Paris. Et concernant le loyer, puisque c'est aussi un élément important pour apprécier la capacité d'habiter, il est aussi très, très élevé, compris entre 28 et 36 € du mètre carré pour une moyenne parisienne de 25. On va passer maintenant à ce qui relève de l'activité économique et de l'emploi. Donc, merci. Voilà. Donc, vous avez là aussi à chaque fois un extrait des cartes. Hein. Vous en avez bien sûr beaucoup d'autres qui sont sur le site, comme l'a signalé Paul. Donc, un nombre d'emplois important, plus de 45 000 emplois dans le 6e arrondissement, qui sont avec une double spécificité, l'enseignement et l'édition dans le quartier latin et le commerce et la restauration dans tout l'arrondissement, avec la concentration des lieux culturels et touristiques, comme vous le savez. Une densité de commerce exceptionnelle. On a 3 000 commerces qui sont présents dans le 6e arrondissement, c'est-à-dire quasiment, on va dire, 2 fois plus que la moyenne parisienne, ce qui est déjà, et la moyenne parisienne étant déjà une moyenne extrêmement élevée au regard de ce que l'on trouve couramment dans la métropole du Grand Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Donc, ce qu'on a aussi pour le 6e arrondissement, c'est qu'une partie du 6e arrondissement est classée en zone touristique internationale, le secteur Saint-Germain, Rennes-Saint-Sulpice. Et puis enfin, on a dans le 6e arrondissement plus d'une centaine d'hôtels qui totalisent 4000 chambres, qui est largement au-dessus, là aussi, de la moyenne parisienne. Je pense qu'on peut parler aussi de l'offre en location meublée touristique de type Airbnb, qui, dans le 6e arrondissement, est principalement le long de la Seine et dans le quart nord-est de l'arrondissement. On va peut-être passer encore à la suite. Je ne détaille pas les équipements culturels, je pense que vous les connaissez tous. Et donc là, vous avez, comme je le disais, la série de cartes qui vous permet de compléter cette connaissance socio-démographique du 6e arrondissement, avec là aussi en vert les cartes qui relèvent du cadre réglementaire du PLU, comme l'a précisé François Baudet. Donc la vie locale. Donc la vie locale, elle se traduit d'abord par l'offre en équipement. Donc on a un taux d'équipement très élevé dans le 6e arrondissement, qui est bien supérieur à celui de Paris, puisqu'on a en moyenne 112 équipements sur 10 000 habitants, alors que pour Paris, c'est 45. Mais quand on se réfère à ce taux d'équipement au regard de la population présente dans l'arrondissement, on se rapproche de la moyenne parisienne. Ça, c'est un premier point. On a évidemment de nombreux équipements d'enseignement supérieur. On a 24 bibliothèques universitaires, par exemple, dans le 6e arrondissement. On a énormément d'équipements culturels et de loisirs, mais on a aussi beaucoup d'équipements de petite enfance. On avait 600 places en 2018 et 103 places supplémentaires qui sont prévues d'ici 2022. Peut-être un autre élément pour le 6e arrondissement, peu d'équipements sportifs de plein air, mais nombreux en salle, et par contre une offre d'action sociale limitée, un seul établissement d'accueil et d'hébergement, et puis un seul établissement de service public pour l'emploi, contre une médiane qui s'élève à 13 pour d'autres arrondissements, donc quelque chose quand même d'assez particulier. Et puis enfin, peut-être pour terminer, par rapport à l'offre en espace vert, donc on citait en début de conversation la taille et l'importance du Jardin du Luxembourg, et puis Emmanuel Grégoire parlait de l'importance de maintenir les cœurs d'îlots dans leur caractère plutôt végétal, qui sont assez nombreux dans cet arrondissement. Mais aujourd'hui, on a quand même dans le 6e arrondissement
c'est parmi les 7 arrondissements de Paris qui comptent le plus de mètres carrés d'espace vert par habitant. On est à 5,6 mètres carrés moyens d'espace vert par habitant, alors que pour Paris, la moyenne, c'est 7,2. Donc on est presque, je dirais, au seuil parisien. On a une petite carence d'espace vert qui est partiellement compensée par la présence des berges de la Seine quand on se rapproche en fait entre le boulevard Saint-Germain et les quais de Seine. Si on passe à la mobilité et aux espaces publics, on a évidemment une très bonne accessibilité dans le 6e arrondissement et qui continue à s'améliorer. Aujourd'hui, on n'a pas encore de rue aux écoles, de cours oasis, en tout cas à notre connaissance, mais peut-être que certaines vont arriver. La dernière requalification de grande ampleur, c'était la rue de Rennes. Vous avez par ailleurs dans la petite carte qui est sur l'image toutes les nouvelles plantations d'arbres qui soit sont des plantations nouvelles, soit sont des arbres qui ont été remplacés parce que arbres vieillissants ou arbres malades. Et puis enfin peut-être un dernier petit point, c'est un arrondissement très sollicité à la fois par la présence de nombreux équipements touristiques, mais aussi sous la pression de la vie locale, les abords du marché Saint-Germain, la rue de Bussy, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Sulpice, place de l'Odéon. Et il faut noter que 17% des trottoirs font moins de 1,40 m de large, ce qui est quand même une moyenne assez importante et qui veut dire qu'on a encore des capacités d'amélioration non négligeables pour faciliter la circulation des piétons, puisque 1,40 m de large est en dessous c'est une largeur insuffisante. On considère qu'elle est insuffisante pour permettre à tous les types de publics de se promener. Et enfin, la centralité et la vie locale. Et ensuite, j'en aurai terminé, je passerai la parole à Christiane Blanco. Donc, si on peut passer, voilà. Centralité et vie locale, quelque chose de très particulier dans le 6e arrondissement. Évidemment qu'il y a de la vie partout dans le 6e arrondissement, mais il y a tellement de fréquentation touristique qu'en fait, les endroits de vie locale se sont mis à côté des centres de fréquentation touristique. Donc, j'ai cité la rue de Bussy, on pourrait citer le marché Raspail, le carrefour Saint-Placide, rue du Cherche-Midi, et puis le marché Saint-Germain et le secteur Saint-Sulpice, qui sont des lieux très, très appréciés par l'ensemble de la population du 6e arrondissement. Voilà, donc je vais passer la parole à Christiane pour continuer. On va faire une bascule d'ordinateur pour voir si ça marche. Donc, voilà. Et bonjour. Est-ce que vous... Alors, est-ce qu'on vous entend? En tout cas, merci Dominique Alba pour cette présentation synthétique qui donne vraiment pas mal de clés de compréhension du 6e. Et on va poursuivre avec vous, Christiane Blanco, si on vous entend. Est-ce que c'est bon pour... Je crois qu'on vous a entendu quelques instants. Est-ce que votre micro fonctionne? Alors, voilà, on a rebasculé, on a vraiment un petit peu... Voilà, donc est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien et on vous écoute sur l'approche environnementale et d'autres aspects du 6e arrondissement. Donc, je vais effectivement vous présenter les 2 derniers chapitres du diagnostic assez rapidement. Alors, la première question, c'est évidemment l'approche environnementale, puisque pour faire un PLU bioclimatique, cela suppose avoir une excellente connaissance des enjeux et des outils dont on dispose. Alors, le premier outil, c'est l'outil de la végétation, c'est l'outil de la nature. Et donc, cette végétation, elle rend de multiples services, comme vous le savez, en milieu urbain, rafraîchissement de l'air, enjeux écologiques de biodiversité et évidemment enjeux sociaux et de qualité de vie et de santé des habitants. Alors, comme Dominique l'a dit juste avant, l'arrondissement est plutôt moins végétalisé que la moyenne parisienne, c'est-à-dire qu'en fait, même s'il accueille 16 parcs, dont le jardin du Luxembourg qui fait à lui tout seul 20 hectares, les autres squares sont des petits squares de moins de 2000 m². Et cette végétation, elle est inégalement répartie entre une partie nord, qu'on dirait être plutôt la partie Saint-André-des-Arts, Saint-Germain et jusqu'au Luxembourg, qui est la partie la plus ancienne de Paris, qui est peu végétalisée à l'intérieur des îlots, parce qu'en plus des jardins, évidemment, la question de la végétation privée à l'intérieur des îlots est très importante. Et une partie sud, comme on le voit sur le plan du taux de végétation à droite,
où on a des grands enclos, des grands îlots dans lesquels on a une présence végétale beaucoup plus importante, même si elle n'est pas forcément accessible au public. Le deuxième élément, on peut passer à la suivante, c'est la question de l'eau et des sols, puisque, comme vous le savez aussi, ce sont des outils importants, puisqu'on a une ville qui est très minérale, on a une ville qui est soumise aux îlots de chaleur urbains, j'y reviendrai, et on a une ville dans laquelle il faut demain pouvoir gérer les eaux pluviales à la source, c'est-à-dire là où elles tombent, et arrêter de les envoyer dans le réseau d'assainissement, où en fait elles sont envoyées dans les stations d'épuration, etc. Ce qui veut dire que nous devons progresser dans la perméabilité des sols. Vous avez sur la carte à gauche, en rouge et en vert, les sols perméables existants dans l'arrondissement. Donc c'est essentiellement évidemment les jardins, c'est essentiellement aussi quelques cœurs d'îlots plantés et les grandes voies qui sont plantées d'arbres d'alignement et pour certains de plates-bandes végétales et évidemment la promenade entre le Luxembourg et l'Observatoire et son jardin central. La question des sols est donc une question importante puisqu'il faut les rendre absolument plus perméables. Le deuxième élément, c'est le réseau d'eau non potable, c'est la carte que vous avez à droite, qui est un élément important de la présence de l'eau à Paris, puisque c'est un réseau qui sert à gérer la ville, à nettoyer les rues, à arroser les jardins, etc. Et donc qui rend des services importants et qui pourrait en rendre plus en période notamment caniculaire. À partir de ces outils, il faut aussi regarder et diagnostiquer l'effet des îlots de chaleur urbains. On peut passer la diapositive suivante, parce que les outils que sont la nature, l'eau et les sols sont importants parce que Paris est soumis aux effets de chaleur urbains. Et ces effets de chaleur urbains, vous le voyez sur la carte à gauche, ils se manifestent essentiellement là où la ville est très minérale, c'est-à-dire les grandes avenues bitumées, les grandes esplanades qui ne sont pas plantées, et toute une série de lieux qui stockent la chaleur des rayonnements solaires la journée, qui les restituent la nuit, amenant les îlots de chaleur urbains. Et vous savez, quand on a des fortes canicules qui peuvent venir mettre en cause la santé des habitants. Les autres éléments, en plus des îlots de chaleur à prendre en compte, c'est évidemment les nuisances qui, eux aussi, ont un impact fort sur la santé des habitants. Ils sont à la fois le bruit, et à la fois, c'est la carte qui est en bas à droite, et puis la pollution de l'air qui est la carte en haut à droite. Et donc, vous voyez là aussi que l'urbanisme tel qu'il est aujourd'hui, avec ses grandes avenues, etc., pose quelques questions sur ces nuisances, et c'est les lieux où ces nuisances sont les plus fortes. Donc, évidemment, cela va poser ensuite des modes d'action particuliers sur ces lieux. On peut passer la diapositive suivante. L'autre élément, après cette question liée à l'adaptation de Paris au changement climatique, c'est la question de la sobriété en énergie. Emmanuel Grégoire en a parlé dans l'introduction. Et c'est donc de rendre la ville beaucoup moins énergivore. Donc, vous le savez, à Paris, le bâti représente 52% de la consommation énergétique de Paris. Et lorsqu'il s'agit du logement, et 32% lorsqu'il s'agit des bureaux. Donc on a une nécessité de rendre cette ville plus sobre en énergie, donc de transformer le bâti existant. Et tout à l'heure, quelqu'un posait la question entre préservation et développement. Eh bien, la réponse, elle est là. Nous héritons d'un bâti qui est présent aujourd'hui à 100%, quasiment 100% du bâti existant aujourd'hui sera celui de 2050. Donc c'est bien ce bâti-là qu'il faut transformer, qu'il faut adapter et sur lequel il faut agir pour le transformer. Alors ça a déjà commencé. Quand vous avez la carte à droite qui montre les actions que les gens font déjà en changeant les fenêtres, c'est les points rouges, en ayant des actions aussi d'isolation thermique par l'extérieur, qui sont dans cet arrondissement assez peu nombreux en raison du caractère patrimonial du bâti, mais qui sont des éléments importants et qui montrent la valeur que les gens attachent à leur patrimoine bâti. À gauche, vous avez la carte des réseaux de chaleur, qui est une des réponses possibles à la sobriété énergétique, au sens où ces réseaux de chaleur
c'est déjà des énergies renouvelables puisque c'est la valorisation des déchets. Et puis vous avez, et donc on voit que c'est un réseau qui n'est pas couplé et qui pourrait demain jouer un rôle plus important. Et puis vous avez en bas à droite le cadastre solaire, c'est-à-dire la façon dont les bâtiments peuvent ou pas accueillir de l'énergie solaire, donc là aussi participer à la transition énergétique. Je m'arrête là pour les questions environnementales. Il y a beaucoup d'autres sujets que vous avez dans la liste qui vient de s'afficher et que vous avez sur le site, puisque évidemment les questions environnementales touchent beaucoup d'autres éléments. Dernière partie, c'est sur le cadre urbain. Alors, nous sommes dans un arrondissement qui est extrêmement patrimonial. 31% des constructions ont été bâties avant 1800. C'est la carte que vous avez en bas à droite. Tout ce qui est en rouge, c'est construit avant 1800. Et nous avons 88% qui a été construit avant 1914. Donc évidemment, c'est ce patrimoine bâti qui est la valeur de l'arrondissement. Et c'est évidemment dans la préservation de ce patrimoine bâti que se trouveront les développements de demain et se trouveront les transformations de demain. Le deuxième élément, on le voit à gauche, c'est qu'on a dans la partie nord de l'arrondissement des constructions très denses, c'est-à-dire quoi? Des rues très étroites, puisqu'on est quand même en partie dans le Paris de Philippe Auguste, hein, des mitoyens, des bâtiments assez hauts et qui ont une grande valeur patrimoniale. Au sud, on est aussi patrimonial, mais d'une autre manière, avec autour du Luxembourg et au sud, les grands enclos, ce qui étaient les enclos religieux, un certain nombre de sites universitaires, etc., avec donc un caractère un peu différent que l'on voit dans le plan à droite en haut en rouge qui montre la hauteur des constructions. Alors ce plan il est intéressant parce qu'il montre qu'un bâti du XVIIe siècle, eh bien, il est aussi haut qu'un bâti du XIXe siècle et qu'un immeuble haussmannien. C'est-à-dire que c'est vraiment ce système urbain qui est patrimonial dans l'arrondissement, même s'il n'est pas en PSMV comme d'autres, mais on pourrait dire qu'il a une valeur assez semblable. Si on passe l'image suivante, on a donc, à partir de cette analyse du cadre urbain, on voit les densités bâties en bleu, et donc plus on est foncé, plus la densité bâtie est grande, c'est-à-dire plus on a des emprises fortes bâties, notamment le long des avenues haussmanniennes, mais aussi évidemment dans la partie la plus ancienne de l'arrondissement, avec comme conséquence, c'est le plan en haut à droite et le plan en bas à droite, des taux d'emprise non bâtis faibles et des taux d'emprise bâtis très forts. Ce qui pose des enjeux quand on dit qu'on veut par exemple végétaliser l'arrondissement. La bonne question est comment on va le faire, à partir de quoi et en agissant sur quoi. Autre élément, on peut passer la diapositive suivante, c'est la façon dont ce patrimoine bâti se comporte. La première chose que l'on voit, c'est qu'on a une très très forte proportion de ravalement existant. 72% des parcelles de cet arrondissement ont été ravalées depuis 15 ans. Ça veut dire que à la fois les habitants, les institutions, etc., investissent fortement dans ce bâti et le valorisent en permanence. On voit également à droite, en bas, comment on crée aujourd'hui des espaces non bâtis, comment on crée des murs végétalisés ou des toitures végétalisées, là aussi assez peu. Et donc, il y a là sans doute un pas important à faire. Enfin, dernier élément, c'est comment se font les transformations dans cet arrondissement. On a très peu, donc on peut passer la diapositive suivante, on a très peu de constructions neuves. On a seulement eu en 15 ans 58 constructions neuves, c'est-à-dire 58 parcelles où on a une nouvelle construction. Et on a quelques surélévations, mais peu. Ça veut dire que la transformation du bâti se fait de façon assez invisible à l'intérieur des cours, dans des optimisations de mètres carrés. Et on a ainsi un tiers des permis de construire qui sont des optimisations des surfaces dans les volumes existants. On a peu de toitures végétalisées et on a donc effectivement une manière d'intervenir qui est une manière qui préserve fortement le cadre bâti existant. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette présentation. Merci, mesdames. D'ailleurs, je reprends un des commentaires qui est fait sur le chat. Merci pour ce diagnostic très intéressant. Donc, comme vous le disiez, on peut le retrouver sur le site de Paris, paris.fr et dans la rubrique du PLU. Alors, il n'y a pas énormément de remarques, mais on va quand même les traiter. Emmanuel Grégoire, une des questions qui est posée, elle concerne la mobilité douce qui est prévue dans le nouveau PLU bioclimatique. Voilà, quelles sont en gros les avancées, les innovations, comment cette notion de mobilité douce va être intégrée dans le PLU? Alors, pour être très clair, Pardon, vous me dites quand je peux y aller? Très bien. Oui, la question des mobilités n'est pas le sujet principal de régulation d'un plan local d'urbanisme. Le plan local d'urbanisme, il définit des règles d'urbanisme globales. Alors certes, on peut, par conjugaison d'un certain nombre d'éléments réglementaires qui fixent l'aménagement, mais c'est pas avec le PLU que cela va se développer. On a un autre document réglementaire à la ville de Paris qui s'appelle d'ailleurs le règlement de voirie, qui lui concerne un peu plus la régulation d'espaces publics, y compris les mobilités, mais ce qui me permet de vous confirmer que nous allons accompagner le développement volontariste des mobilités douces. Et nous rappelons que la première des mobilités douces, ce n'est pas le vélo, c'est la marche. Autre remarque, alors qui est peut-être un peu technique, hein, je la vois et je ne sais pas qui va y répondre. On a entendu la notion de création d'îlots de fraîcheur. Et donc, quelqu'un qui est bien au courant, comme souvent d'ailleurs dans les réunions que j'anime, voilà, est-ce que ça ne s'oppose pas au classement des toitures en zinc au patrimoine mondial de l'UNESCO? Alors, je ne sais pas si c'est la direction de l'urbanisme moi, je vais qui peut répondre à ce point-là. Voilà. Oui, moi, je vais faire une observation là-dessus, parce que c'est un exemple fondamental sur lequel nous allons travailler. Les tours en zinc de Paris, c'est une signature architecturale exceptionnelle, et donc il n'est pas question de renoncer à l'esthétique des tours en zinc. Mais en revanche, ce qu'on a devant nous, effectivement, la personne qui l'évoque a fort raison, c'est que les tours en zinc, donc en métal, sont particulièrement inopportuns sur le plan environnemental. Et donc l'un des sujets sur lesquels nous allons travailler à l'occasion du plan local d'urbanisme, mais aussi à l'occasion du manifeste pour une nouvelle esthétique parisienne, c'est la matérialité. Quels matériaux on utilise pour essayer de viser à une forme de performance énergétique et environnementale. Mais il faudra le faire, en tout cas c'est le souhait que je défendrai, dans un esprit de similitude patrimoniale absolue, parce que cette signature d'harmonie de hauteur et de toit en zinc est exceptionnelle et il n'est pas question d'y renoncer. Alors, comme toujours en concertation, pour donner un avis, il faut s'informer, et le diagnostic qui nous a été présenté est très utile pour ça. On va peut-être voir maintenant tout simplement le dispositif participatif qui est proposé aux Parisiennes et aux Parisiens sur le PLU. Si vous le permettez, Marie-Pierre Padovani, oui. La direction de l'urbanisme de la ville de Paris, parce que vous allez revenir quand même sur quelques éléments que nous a présenté, mais oui. C'est bon de rappeler ce qu'on peut faire aujourd'hui pour s'exprimer, proposer dans le cadre de la révision du PLU. Je vous laisse la parole. Oui, si vous le permettez, je voudrais, monsieur le directeur, avant que madame Padovani intervienne, je souhaiterais qu'elle aille... J'apprécie particulièrement madame Padovani puisqu'elle a animé avec beaucoup de compétences le SICA, mais là je souhaiterais qu'on aille très très vite sur la concertation dans la mesure où j'ai ouvert la réunion justement en détaillant la concertation propre au 6e arrondissement. Donc peut-être qu'elle complète sur les outils informatiques qui vont être à disposition, et je souhaiterais qu'on donne ensuite la parole, au-delà des questions qui ont été posées, qu'on donne un peu la parole soit aux personnes en salle, soit aux personnes en visio, parce qu'on a une tradition et d'un commun accord avec monsieur Grégoire, on souhaiterait achever la réunion à 20h15 au maximum. En deux mots, madame Padovani, alors ce qui est vrai aussi, c'est que pour donner la parole, le meilleur moyen, c'est de lever la main,
ou de participer par chat. Donc je vous laisse la parole, Madame Padovani, et n'hésitez pas les uns et les autres à lever la main ou à réagir par chat. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, Monsieur le premier adjoint. Donc, comme il a été dit, et donc j'irai assez rapidement, dans le cadre du projet de révision du PLU, la concertation va comprendre donc plusieurs phases qui vont se dérouler sur les années 2021-2022 pour se conclure par une enquête publique durant l'année 2023. Le calendrier qui apparaît actuellement sur votre écran indique que cette phase de diagnostic est soumise à concertation qui se déroule du 12 avril jusqu'au 16 juillet 2021 et elle a lieu dans chaque arrondissement et secteur de Paris. Cette concertation, donc dès lors que le Conseil de Paris décide de la révision du plan local d'urbanisme, le Code de l'urbanisme prescrit une concertation du public pendant toute la durée de l'élaboration du projet. Des modalités sont donc délibérées et l'ont été en décembre 2020. À ce titre, 3 dispositifs sont prévus, des réunions publiques comme celle d'aujourd'hui, une plateforme numérique de contribution, et j'y reviendrai, et des registres en mairie d'arrondissement. À ces dispositifs délibérés s'ajoutent des procédés complémentaires qui font partie de ce que l'on appelle la concertation élargie, qui sont mis en œuvre étroitement avec les acteurs locaux et, pour certains d'entre eux, laissés à l'initiative complète de ces acteurs. Donc, ces outils de concertation prévoient effectivement des dispositifs d'information. La slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Les dispositifs d'information, déjà la réunion publique actuelle, le site paris.fr qui donne accès également au diagnostic territorial de Paris sur l'intégralité du territoire et des dispositifs d'information type, comme l'avait annoncé Monsieur le maire en tout début de réunion publique, les maisons du PLU type Rolling Bar qui sont prévues donc le mercredi 5 mai au marché couvert Saint-Germain puis à la mairie du 6e et le 8 mai au jardin du Luxembourg à l'entrée côté Vaugirard. Vous avez des modes de contribution distincts pour nous donner votre avis et votre expertise sur ce diagnostic. Donc cette plateforme numériqueid.paris pour une contribution numérique, des registres pour une contribution manuscrite. Des procédés complémentaires de participation et de contribution sont également proposés, mais à l'initiative des acteurs locaux. Donc les conseils de quartier peuvent s'organiser en forum urbain ou aborder ce sujet lors des réunions de conseils de quartier, comme cela a été indiqué également en introduction donc, pour le 6e arrondissement de la mi-mai à la mi-juin. Et une marche exploratoire est organisée par le CAUE en lien étroit avec l'arrondissement. Alors, le parcours utilisateur de la concertation en ligne. Donc, c'est, vous verrez, relativement simple puisqu'il suffit d'aller sur le site id.paris, sélectionner la rubrique révision du PLU diagnostic avec donc la possibilité également à cet endroit d'accéder au diagnostic territorial de Paris. Vous voyez également 5 onglets s'afficher qui sont autant de possibilités de renseignements et de contributions. Donc, si vous êtes en fait un habitant ou un individu habitant, vous pouvez contribuer via l'onglet « Partager vos idées », donc l'onglet numéro 2, et si vous êtes une association, un collectif, vous pouvez contribuer via l'onglet numéro 3 qui est le cahier d'acteurs. La slide suivante, pardon. Voilà. Donc, sur cette slide, vous voyez que vous avez aussi également accès au diagnostic territorial et vous avez possibilité de contribuer en déposant une contribution via ce bouton rouge en bas à droite de votre écran. Pour déposer votre contribution directement en tant qu'individu, habitant ou travaillant à Paris, donc slide suivante, voilà, vous verrez du coup apparaître un formulaire de contribution individuelle qui se compose des champs suivants, donc assez rapidement, le titre ou le résumé de votre contribution qui va apparaître en gras
sur le site id.paris. La thématique ou la catégorie sur laquelle vous souhaitez contribuer parmi donc les 5 proposés et qui ont été détaillés par nos collègues de la PUR précédemment, donc logement, activité économique, équipement, services et mobilité, environnement, nature et santé, paysage urbain, patrimoine, autres. Le lieu, l'adresse ou la zone géographique concernée par votre contribution. Donc c'est là où vous souhaitez apporter votre avis sur le diagnostic. Votre contribution proprement dite, qui est une zone de texte libre. Et enfin, le profil du contributeur, si vous souhaitez le renseigner. Si vous êtes donc une association ou une personne morale, vous pouvez également participer via l'onglet Cahier d'acteurs qui vous permet à la fois de charger un modèle de cahier d'acteurs que vous pourrez renseigner, un mode d'emploi pour vous aider également à le renseigner. Et enfin, de la même manière que pour une contribution individuelle, vous pouvez accéder au formulaire qui vous permet de déposer votre cahier d'acteurs. Donc c'est toujours ce gros bouton rouge que vous voyez en bas à droite de la slide. Enfin, je vous ai parlé, et monsieur le maire en a également largement évoqué en introduction, c'est les marches exploratoires en lien avec le CAUE, donc le Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement. Ces marches se dérouleront en autonomie et il vous est proposé un rendez-vous en visio le jeudi 6 mai à 12h30 pour vous présenter les objectifs de ces marches, les supports téléchargeables et la façon dont vous pouvez observer et marcher. Et un deuxième rendez-vous le 11 mai 2021 à 18h30 pour un retour pour le retour de vos contributions à l'issue de ces marches. Oui, le lieu, c'est dans quel endroit qu'on se retrouve? Eh bien, en fait, là, c'est des réunions en visio. En visio, oui, c'est ça. Voilà, c'est des liens Zoom. Les informations, en fait, seront disponibles sur le site de la mairie d'arrondissement, également sur le site du CAUE. Parfait, merci. Un dernier point avant de conclure. Nous avons organisé également avec le CAUE une conférence pédagogique qui se tiendra le 7 mai donc à 18h sur le PLU Quel Paris en 2030 avec le PLU bioclimatique. Voilà, je vous remercie de votre... Parfait, merci Madame Padovani. On passe aux questions maintenant. Alors, je crois qu'il faut lever la main si je parle sous le contrôle de l'animateur. Dans la suite de ce qui a été dit, qu'il y avait une web-conférence pédagogique sur le PLU le 7 mai à partir de 18h sur l'adresse qui est indiquée dans le chat. Je vous laisse la parole pour introduire cet échange. Alors, la première question, c'est toujours la plus difficile. Qui va la poser? Voilà, très bien. Alors, on va vous donner un micro. C'est parfait. Madame Canamella, de SOS Bruit. Merci. Ce n'est pas tout à fait une question, mais une remarque. J'ai lu brièvement le diagnostic avant de venir. Alors, évidemment, je représente l'association SOS Bruit Paris, donc je vais surtout parler de ça. J'admire le travail de tout le diagnostic, enfin tout le texte, etc. Mais mes yeux se sont portés évidemment sur le paragraphe nuisance. Et je lis « La pollution de l'air et les nuisances sonores représentent des enjeux de santé publique, etc. etc. Formidable, enfin on prend en compte les nuisances sonores. » Mais, alors, un très grand paragraphe sur la pollution de l'air qu'il ne faut surtout pas négliger, mais un tout petit paragraphe sur les nuisances sonores, et je lis « Les sources de bruit les plus suivies sont le trafic routier, le trafic ferroviaire et le trafic aérien. Point.
Pour Paris et pour dans le 6e, je pense qu'il y a un déni des bruits de voisinage qui ne sont même pas notés. Les bruits en particulier, vous le savez, des bars, des terrasses, des discothèques, etc., qui, sauf l'été dernier, évidemment, n'ont pas été, vu les confinements, on ne les a pas entendus. Mais je trouve que dans un diagnostic comme ça, négliger cette partie-là, c'est très très important. Et je lis pour le 6e, les principales sources de bruit et de pollution de l'air sont les axes routiers les plus fréquentés, quai Haut sur la Seine, boulevard Saint-Germain, rue de Vaugirard, rue de Rennes. Si je dis à mes adhérents que ce sont ces seules parties du 6e qui sont considérées en tant que source de bruit, ils vont être fort étonnés, car tous les autres bruits de voisinage, il y a un déni, et j'aurais aimé que dans le diagnostic on en parle. Comme je ne parlerai pas de la végétalisation qui est importante, mais qui est, à mon avis, souvent très mal faite, puisqu'on voit des jardinières avec des plantes faméliques desséchées. Sachez aussi que les murs végétalisés, pour isoler, du lierre suffit. Si vous mettez des tas de plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, le résultat sera négatif, etc., etc. Mais j'aurais beaucoup à dire sur la pollution lumineuse. Mais bon, c'est que la pure, je m'arrête. Justement. Voilà. Merci Madame Canamela. Alors merci pour votre intervention. On reviendra, si vous voulez, dans les différents conseils de quartier, lorsque l'activité reviendra, sur un certain nombre de sujets que vous connaissez bien. Et votre association, même si, bien évidemment, elle n'est pas forcément... il y a des opinions divergentes qui s'expriment, puisque un milieu urbain, c'est un milieu divers, constitué de populations différentes. Votre point de vue est tout à fait important. Et vous aurez l'occasion de le faire valoir dans les conseils de quartier ou lors des différents SICA. Et vous le savez, d'ailleurs, vous avez beaucoup travaillé au cours des dernières années. Et ça fait l'objet de discussions, et ça refera l'objet de discussions sur un plan local, tant avec la ville pour les bruits les bruits d'activité classiques. On a parlé des bars, mais il y a eu aussi, lors de ce confinement, des personnes qui ont dû télétravailler à domicile et qui ont malheureusement subi des bruits liés à des rénovations d'appartements ou à des rénovations d'immeubles. Ça a existé, peut-être moins dans notre arrondissement que dans d'autres, mais ça a beaucoup existé aussi. Et puis, effectivement, les bruits liés aux activités de divertissement. Et ça, je vous rappelle le travail très important que vous aviez fait dans le cadre du groupe de travail nuisance. Merci donc pour votre contribution. Autre question, autre intervention, Monsieur Comet. Oui, il a été indiqué que le PLU avec lequel on vit actuellement était obsolète, puisqu'il a été écrit il y a plus de 20 ans. Le nouveau PLU ne sera disponible qu'après 2023. Comment gère-t-on la période intermédiaire, c'est-à-dire entre maintenant et 2023, une époque où les textes sont jugés obsolètes, mais par contre les nouveaux ne sont pas encore publiés ni en vigueur? Oui, Monsieur Comet, tout à fait. C'est un sujet d'abord qui nous invite à adopter le nouveau règlement du PLU le plus vite possible. Alors, 2023, c'est dans le scénario très optimiste, puisque au mieux, sur le plan réglementaire, on peut adopter en décembre 2023. On essaiera au tout début 2024. Et donc, en attendant, comment on fait? D'abord, la loi, c'est la loi, elle s'applique. Et donc, en attendant, c'est le PLU actuel qui s'applique, point.
Ce qui n'empêche pas de faire des choses, parce que dans le dialogue avec les pétitionnaires, c'est comme ça qu'on appelle les porteurs de projets, dans le dialogue de préinstruction des permis de construire ou dans l'instruction des permis de construire, la direction de l'urbanisme a fait l'objet d'orientation en matière de stratégie d'urbanisme que nous avons formulé et précisé dans un document qui s'appelle le Pacte pour la construction parisienne, que j'ai présenté en début d'année, qui pose 10 principes d'inspiration tels que nous entendons instruire désormais les projets. Ils ne sont pas opposables juridiquement, mais par nature, un pétitionnaire qui s'en saisit a plus de chances d'avoir notre accompagnement bienveillant. Donc on est dans une démarche plus partenariale pour le moment, en attendant l'adoption du nouveau plan local d'urbanisme. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Autre question? Question ou remarque? Oui, une autre. Est-ce que je peux prendre la parole, François Chevalier? Bien sûr, bien sûr. Avenir Quartier Latin. Alors, Avenir Quartier Latin, une association qui a la particularité de regrouper des résidents, des personnes qui habitent et des commerçants. Donc, c'est une association qui s'intéresse tout particulièrement à la qualité de vie. J'aurais deux observations à faire. Dans le cadre du développement du plan d'urbanisme avec les spécificités de l'immobilier dans le 6e, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un regard très spécifique pour améliorer l'impact énergétique de tout cet immobilier et essayer d'avoir une approche qui permette, tel que les ravalements ont été faits, que les conditions de chauffage, d'énergie soient telles que l'amélioration soit sensible et qu'on aide d'une manière ou d'une autre par des plans de rénovation les propriétaires des immeubles. Parce que certes, c'est un univers dans lequel le mètre carré est très valorisé, mais ce n'est pas une raison pour oublier que les travaux sont quand même très lourds dans ces copropriétés dites haussmanniennes ou historiques. La deuxième chose, sur la circulation dans l'univers du quartier, il ne faut pas oublier, comme vous l'avez relevé d'ailleurs, que les circulations sont très denses à certains moments et que malheureusement, les équipements sont insuffisants, que ce soit les trottoirs, et que ces trottoirs sont souvent partagés par des modes de circulation dites douces, les vélos, les trottinettes ou les piétons. Et là, il y aurait quand même un peu de ménage à faire dans l'organisation de la ville. Et puis en fait, en plus, je pense que sur l'espace commun, il faudrait réfléchir à une bonne valorisation du quartier pour qu'il ne subisse pas les contre-chocs des grandes décisions de circulation prises pour la ville, faire en sorte que les Parisiens et Parisiennes qui habitent encore ce quartier puissent en sortir, puissent y rentrer, puissent circuler et éventuellement puissent y vivre normalement au risque de les voir partir. Très bien, merci. Donc 3 thèmes. Merci François Chevalier. Je voulais juste lui dire que sur effectivement un certain nombre de thématiques locales, c'est vrai que ça sera bien de faire remonter pour le quartier Monet, Saint-André-des-Arts, certains secteurs où les trottoirs sont particulièrement encombrés. On est un certain nombre à les connaître, mais je pense que si, à partir du moment où on peut le graver dans le marbre, ça sera bien, car ça, d'autant plus que même si c'est pas couplé, on a aussi en parallèle, je dirais, la démarche Embellir Paris, où on va, et actuellement on est en train de travailler sur les quartiers nord, Monet, Saint-Germain-des-Prés, Odéon. Donc c'est important aussi. On peut faire en quelque sorte une certaine liaison à travers en quelque sorte les démarches autonomes d'habitants, alimenter le PLU et peut-être aussi reprendre certaines idées qui serviront à embellir Paris. Ces 3 thèmes de la circulation, des trottoirs et j'allais dire l'impact énergétique. Et de l'impact énergétique, exactement. Pacte énergétique, je voulais seulement signaler, bon, il y aura, je crois qu'il y a une démarche, la ville, il y a une démarche sur le bâti, sur lequel on reviendra. Je ne sais pas si d'autres personnes, d'autres élus veulent intervenir, mais je voulais signaler qu'on avait aussi initié une démarche propre au 6e arrondissement en liaison avec des sociétés spécialisées
agréés par la région Île-de-France avec des dispositifs fiscaux auxquels peut-être d'ailleurs également peuvent s'ajouter les dispositifs étatiques qui viennent d'être lancés. Reste à savoir comment tout ça s'articule. Mais on a une démarche spécifique aussi pour les copropriétés. On a encore un certain nombre de copropriétés dans l'arrondissement ou de propriétés qui se chauffent au fioul. Et vous savez que le chauffage au fioul va totalement disparaître d'ici quelques années. Et là encore, il y a des aides qui sont possibles. Mais c'est vrai que dans ce domaine, il faut penser aux petites copropriétés, il faut penser au fait que à partir du moment où on a un nombre de personnes qui passent en retraite, leurs ressources diminuent et qu'effectivement, des charges de copropriété peuvent se révéler très lourdes. Donc je suis tout à fait prêt à faire une réunion spécifique avec des syndicats de copropriété. On en a déjà fait. Après, la difficulté, c'est d'arriver à faire passer l'information et surtout que les copropriétés prennent ensuite les décisions en assemblée générale. Peut-être une phrase supplémentaire. Le ravalement des façades est un bon parallèle. C'est Malraux qui a instauré l'obligation de ravalement tous les 10 ans sur le secteur historique patrimonial parisien. Jacques Chirac l'a étendu à l'ensemble de Paris. Il n'existe pas de levier réglementaire pour obliger la rénovation thermique des bâtiments, si ce n'est plein de réglementations complexes sur le logement insalubre, etc. Mais c'est incontestablement une piste sur laquelle nous allons travailler, probablement pas sur l'obligation, mais enfin sur les mécanismes d'incitation à la rénovation thermique des bâtiments. C'est un enjeu majeur et en particulier les rendus complexes et onéreux sur les bâtiments, nos bâtiments les plus précieux. Alors j'en profite pour plaider un peu la cause du 6e arrondissement, et d'ailleurs comme j'ai lu l'excellent diagnostic territorial, il y a eu un très très gros effort de ravalement qui a été fait ces dernières années. C'est vrai que souvent ça se fait sur injonction de la mairie de Paris et notamment de la DLH. Ça serait bien que pour les raisons qui ont été évoquées et que chacun connaît, la pression des injonctions diminue un peu au cours des prochaines années. Je pense que ça, c'est une bonne chose, en tout cas sur le territoire du 6e arrondissement, où les copropriétés et propriétés ont fait un gros effort. Autre question ? Autre intervention ? Question ou intervention ? Non complémentaire. Je regarde dans les mains levées, non. Non, peut-être Emmanuel Grégoire et Monsieur le maire, si vous pouvez... Alors, moi je voulais dire un petit mot sur les commerces. Alors, Emmanuel Grégoire m'a déjà souvent entendu en parler. Là encore, le diagnostic territorial a démontré la très forte présence commerciale dans le 6e arrondissement, puisque beaucoup plus nombreuses sont les rues qui ont des commerces en rez-de-chaussée que celles qui n'en ont pas, à la différence de certains arrondissements, soit proches, je pense au 7e, soit plus lointains, comme le 16e arrondissement, vous avez des rues entières qui n'ont aucun commerce. Là, malheureusement, les crises que nous avons vécues, et notamment la crise sanitaire, va peser très lourdement sur l'activité commerciale de ces commerces, et ça a déjà commencé. On a beaucoup parlé de la rue de Rennes, qui était effectivement une rue emblématique du 6e arrondissement, où on compte plusieurs dizaines de commerces qui ont déjà cessé leur activité. C'est vrai que je souhaite que, dès maintenant d'ailleurs, puisqu'on a certaines demandes qui ont été faites, on puisse, même si certaines rues, au titre de l'ancien PLU, avaient été en quelque sorte labellisées comme rue à activité commerciale, qu'on puisse autoriser, à partir du moment où il y a des demandes qui sont faites, des activités professionnelles qui puissent, à partir du moment où elles en expriment le désir, se substituer à des commerces vides, qui ne trouvent pas preneur, puisqu'il n'y a rien de pire qu'une accumulation de commerces vides. Ça pèse effectivement sur d'ailleurs ça peut peser sur l'équilibre d'un immeuble, l'équilibre financier, ça pèse sur le moral des habitants et ça contribue à engendrer une spirale négative. Donc là, j'ai 2 cas que j'ai soumis justement à la DU, pas plus tard qu'hier, sur des activités paraprofessionnelles, et je souhaite que ce soit
bien sûr étudier avec faveur au coup par coup. Alors ça demande bien sûr en quelque sorte une approche chirurgicale, une approche très individualisée, mais je pense que c'est une bonne chose. Et au-delà, effectivement, dans le prochain PLU, qu'on puisse réfléchir à une plus grande agilité en la matière. En ce qui me concerne, donc voilà, j'achève mon propos en remerciant bien sûr l'ensemble des participants à cette réunion, qui était une réunion publique prévue dans l'élaboration du PLU. C'est une réunion de lancement, mais là, comme vous l'avez tout à l'heure compris en m'écoutant, en écoutant Madame Padovani, on va travailler intensément jusqu'au 16 juillet, avec un rendu, je l'espère, qui permettra effectivement, sur le 6e arrondissement, d'avoir des propositions intéressantes, et on continuera bien évidemment en 2022. Merci à tous. Je vais vous dire un petit mot. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, on continue à travailler. Et je remercie Stéphanie Pugérinet qui va être avec moi, avec l'ensemble des élus, en quelque sorte, l'aiguillon de cette concertation. Merci Stéphanie. Merci à tous. Et puis, je vais dire pour terminer, on a souhaité une bonne chance au PSG. Et donc, il n'y a pas de lien avec le PLU, mais en tout cas, merci. Donc vous étiez content qu'on termine à 20h, si j'ai bien compris. On présentera tous les éléments que vous avez pu découvrir ce soir. Bonne fin de soirée.